Erckmann Chatrian, les trois amoureux de la grand-mère. J'ai connu dans mon enfance un vieillard nommé Christian Rosenthal, que les anciens habitants de Sainte-Suzanne peuvent se rappeler encore. Il passait souvent devant notre maison, en face de la vieille halle au grain, et ma mère disait « Ah, voici le roi de Suède, Rosenthal III, qui va chanter les cantiques au temple protestant. » Son camarade Charles-Jean lui a pris sa couronne, et le malheureux en est devenu fou de chagrin. Que le Seigneur le rappelle bientôt à lui, c'est ce qu'on peut souhaiter de mieux. Ces paroles éveillaient mon attention, et je suivais le père Rosenthal d'un regard émerveillé jusqu'au bout de notre rue. C'était un homme de haute taille, vêtu d'un petit frac de peluche verte et portant la perruque à queue de rat, sous un large tricorne carrément planté sur la nuque. Sa figure toute ridée, le nez gros, le menton en galoche, avait une expression méditative. Il marchait à petits pas, appuyé sur une longue canne à pomme d'ivoire. Son gilet lui descendait jusque sur les cuisses, et ses jambes étaient aussi maigres que celles d'un vieux coq. Voilà le souvenir qui m'est resté du père Rosenthal. Oh, cela remonte à 1820. Quelques années après, le pauvre homme étant déjà mort, j'épousai sa fille, mademoiselle Anna Christina Rosenthal von Lovenhaupt, et je pris la grand-mère Françoise, son épouse, à la maison pour élever les petits-enfants. Alors la bonne vieille m'expliqua les paroles étranges que j'avais entendues autrefois et qui me trottaient toujours en tête. Avant la révolution de 1789, Royal Marine revenant de la Corse se trouvait à Toulon et trois sergents de ce régiment, Jacob Zimmer, Christian Rosenthal et Jean-Baptiste Bernadotte, faisaient la cour à mademoiselle Françoise Janin, fille de Claude Janin, menuisier ébéniste demeurant rue Saint-Sébastien, vers l'hôpital militaire. Il venait la prendre chez son père tous les dimanches pour la conduire à la danse, dans un certain endroit appelé Récréation des Belles. Claude Janin n'y voyait pas de mal. Ces jeunes gens, toujours ensemble, se gênaient l'un l'autre. Ils se seraient donné volontiers des coups de sabre pour avoir le plaisir de danser seuls avec Françoise. Du reste, tous les trois engagés volontaires se disaient gentilshommes, car en ce temps, les gentilshommes seuls avaient chance de devenir officiers. Mais Zimmer était fils d'un brasseur de Strasbourg, Bernadotte descendait en droite ligne d'une honnête famille bourgeoise de Pau, et Rosenthal, natif d'un petit port des côtes du Nord, se prétendait noble parce qu'un de ses ancêtres avait été pendu jadis à Stockholm pour avoir essayé d'usurper la couronne de Magnus en 1275, à la suite de quoi tous les Rosenthal s'étaient vus bannis à perpétuité de la Suède. Quoique ces faits se fussent accomplis plusieurs siècles avant la naissance de Christian Rosenthal, il n'en éprouvait pas moins un noble et légitime orgueil. Or, il advint un soir d'hiver que les trois camarades, sortant tout échauffés de la danse avec Françoise, eurent l'idée de se faire dire la bonne aventure par une vieille appelée Catinette la Marseillaise, qui logeait dans une ruelle détournée derrière le séminaire des aumôniers de la mairie, Marine. Nous avions fini par découvrir la ruelle, me dit la grand-mère, qui se souvenait de cette soirée dans les moindres détails, et nous frappions à la porte de la masure depuis un quart d'heure. Les gouttières clapotaient autour de nous, les girouettes grinçaient au loin, mais personne ne répondait. Oh, j'avais peur, je me serais sauvé si Rosenthal ne m'avait retenu par le bras. Zimmer essayait d'enfoncer la porte. Enfin, une lumière parut au-dessus de nous, éclairant vaguement une lucarne.
Elle descendit, puis derrière la porte, une voix faible se mit à crier. « Qui est là? Que voulez-vous » ? « Ouvrez, répondit Zimmer. Nous voulons savoir notre sort. » Au bout d'un instant, la porte s'ouvrit, et une petite fille, pâle, chétive, qui portait une lanterne, nous dit d'entrer, mais de ne pas faire de bruit, que la garde pourrait venir. Nous la suivîmes dans une allée fort étroite et sombre, et quelques pas plus loin, le pauvre être, poussant une porte à gauche, murmura « C'est ici !» Nous vîmes alors Catinette la Marseillaise, assise dans un vieux fauteuil au fond de son réduit, devant une petite table de bois de rose couverte de cartes. Ses cheveux gris encore touffus lui retombaient sur les épaules. Elle était bossue, on aurait dit un char qui fait le gros dos. La lampe de cuivre pendue au plafond éclairait dans tous les recoins des tas de guenilles jetés au hasard. Une antique tapisserie des Gobelins fermait une alcôve, quelques chaises éclopées apparaissaient dans l'ombre, on ne pouvait voir un coin du monde plus encombré que ce vieux nid à rats. Je ne pensais qu'à m'en aller plus vite quand la vieille, se mettant à battre les cartes, nous demanda « Par qui faut-il commencer ?» « Commencez par cette jolie fille, lui répondit Zimmer, et parlez haut pour qu'on vous entende. » Alors elle me prit la main et la regarda quelques instants. Je tremblais. « N'ayez pas peur, me dit-elle, vous avez beau jeu. » Puis, étalant ses cartes sur la table, elle les expliqua en disant que je ne devais pas me plaindre de mon sort, que j'épouserais un des 3 militaires qui se trouvaient là, que nous aurions de la joie et de la misère, mais plus de joie que de misère, et que je m'élèverais dans les honneurs, enfin tout ce que ces vieilles disent aux jeunes filles, désireuses de les croire. J'étais devenu gai lorsque, ramassant ses cartes et les mêlant de nouveau, elle fit signe à Zimmer de couper. M'étant retiré un peu plus loin, je prêtai l'oreille, et toutes ces paroles me reviennent comme si c'était hier. « Oh, toi, dit-elle, tu ne feras que batailler toute ta vie. Tu allogeras de grands coups de sabre à droite et à gauche, au nord et au midi, sans t'inquiéter de savoir ni pour qui ni pourquoi. Tu n'aimeras que les chevaux, les belles filles, le bon vin et l'argent pour le dépenser. Tu changeras plusieurs fois de régiment à cause de ta mauvaise tête. Oh, tu seras commandant de cavalerie à la fin. » Zimmer ne pouvait croire qu'il deviendrait commandant, sachant bien que les nobles seuls s'élevaient à ce grade et qu'il n'était pas noble. « Va, lui dit-elle, ce que je te dis arrivera. C'est écrit. Seulement, tout finira d'un coup. »« Comment d'un coup ? Par un boulet qui te cassera les reins, dit-elle. »« Tant mieux, s'écria Zimmer, c'est tout ce que je vous demande. Tiens, vieille, je suis content de toi. » Il jeta sur la table tous les gros sous qu'il avait dans sa poche, et Calinette les ramassa dans un sac. Rosenthal vint ensuite, mais la vieille et lui parlèrent bas, et j'entendis seulement Rosenthal lui répondre « Tout m'est égal pourvu que Françoise m'aime. Je me moque du reste. » Et dès ce moment, je l'aimais. Bernadotte restait seul, il s'était assis au fond du réduit, les jambes croisées, le chapeau sur l'oreille, et regardant ce qui se passait. Il ne croyait à rien, et comme la vieille, mêlant ses cartes, lui disait « Eh bien, approche, c'est ton tour. »« Merci, dit-il, je ne veux pas connaître mon sort. »« Pourquoi ? » Ben, j'ai plus le sou. »« Ben, c'est égal, on te fera crédit. »« Non, non, merci, oh non, j'aime mieux avoir le plaisir de la surprise, s'il m'arrive quelque chose d'agréable. »« Ah, écoute, s'écria Zimmer, maintenant tu sais mon histoire, et je veux savoir la tienne. Nous sommes de vieux camarades, il ne doit plus rien y avoir de caché entre nous.
Si tu ne peux pas payer, Jean-Baptiste, je paierai pour toi, s'il le faut. Je laisserai ma montre en gage. Tu ne veux pas couper, dit la vieille. Mais je coupe pour toi. Puis regardant les cartes, elle s'écria. Oh oh, voici des cartes comme j'en ai jamais vues. Et se tournant vers Bernadotte, qui ne bougeait pas, elle se mit à lui dire avec respect. Arrivez, jeune homme, je vais vous faire le grand jeu, montrez-moi votre main. Et comme Zimmer, Rosenthal et moi, nous le prions ensemble, il se leva à rire d'un air moqueur et dit Vous le voulez, eh bien, ne nous fâcherons pas pour si peu. Il ôta son gant et présenta sa main à la vieille qui, tout en le regardant, continuait à battre ses cartes et murmurait des paroles confuses. C'est bien, dit-elle, coupez. Il obéit et elle, étalant le jeu, parut encore plus étonnée. Elle remêla les cartes et le fit couper de nouveau par 3 fois, car toujours les mêmes cartes revenaient. De sorte que Bernadotte, perdant patience, lui dit Eh bien, chère dame, est-ce bientôt assez? N'avez-vous pas encore tout vu? Oui, je vois, j'ai tout vu, murmurait-elle, mais je ne puis en croire mes yeux. Depuis 30 ans, tous les personnages de la ville, tous les officiers du port, tous les vieux marins viennent consulter Catinette à la Marseillaise. Et dans leurs cartes, je n'ai jamais rien vu de pareil. Et levant les yeux, elle dit à Bernadotte, qui souriait toujours, Jeune homme, vous serez général et vous gagnerez des batailles. Jean-Baptiste, en entendant cela, devint tout pâle, car au fond, il était ambitieux. Il s'était engagé à 17 ans, pensant bien que les grades ne seraient pas toujours pour les cadets. Il avait l'idée de grands changements dans les affaires du pays, comme beaucoup d'autres, et gagner des batailles était son rêve. Il ne répondit rien, et Catinette, remêlant les cartes, le fit encore une fois couper, puis en y jetant les yeux, elle dit « Jeune homme, vous serez prince. » Oh, prince, dit-il en se donnant l'air de ricaner, prince, mais on n'en fait plus depuis 1000 ans, c'est impossible. On en fera, dit-elle en s'animant, car elle-même était émerveillée de ces choses. Allons, coupez, coupez. Nous écoutions derrière eux, tout étonnés. Zimmer seul s'écriait Ça m'étonne pas, ce qui doit arriver arrive. Quand il faudrait remuer ciel et terre, ça marche. Oh, j'ai toujours vu que Jean-Baptiste avait de la chance. Je l'ai vu à Bastia, à Cantet, à Calvi, partout. Il est né sous une bonne étoile. Cependant, le jeu venait d'être remanié. Bernadotte l'avait coupé pour la 5e fois. Lui qui d'abord n'avait à rien maintenant, il croyait à tout. Et suivait d'un regard inquiet les mouvements de la vieille, retournant ses cartes et les rangeant en bon ordre sur la table. Nous-mêmes, nous étions tous penchés autour, attentifs à ce qui se passait, lorsque la vieille, jetant un coup d'œil sur le jeu, se redressa toute droite en face de Bernadotte et lui dit « Vous serez roi !» Sa figure, son regard et son cri nous avaient tous saisis. Personne ne disait mot. On se regardait les uns les autres, stupéfaits, et Bernadotte lui-même, la tête penchée, tout pensif et les lèvres serrées, semblait comme perdu dans un songe. Cela durait depuis quelques instants, quand, se réveillant de ses pensées et remettant son chapeau posé sur une chaise, il nous dit « Sortons !» Mais au moment de sortir, se rappelant qu'il n'avait rien donné, il revint et jeta un écu de 6 livres sur la table. « Oh, je savais bien que tu faisais des économies, Jean-Baptiste, s'écria Zimmer, mais dans les grandes occasions, tu es généreux. » Nous suivions Bernadotte dans l'allée. Rosenthal, sur ses talons, lui disait « Ah ben, toi, j'aime encore mieux mon lot que le tien. »
Puis baissant la voix, je l'entendis ajouter « Cède-moi Françoise tout de suite, et je te cède mes droits à la couronne de Magnus. » Il riait sans doute, mais Bernadotte, sur le seuil de la mesure au clair de lune, se retournant, lui répondit gravement « Bon, ben, j'accepte, voici ma main. » Ils se serrèrent la main, cela me fit de la peine. Zimmer et moi, nous venions les derniers, il nous donnait le bras et murmurait tout bas « Françoise, si vous voulez, je vous ferai commandante. » Ses grosses moustaches rousses, son front large, osseux et ses énormes mâchoires m'épouvantaient toujours. C'est Bernadotte que j'aurais le plus aimé, c'est à lui que je pensais. Mais ayant entendu qu'il me cédait qu'à Christian, je lâchai le bras de Zimmer et pris celui de Rosenthal en disant « Conduisez-moi, Christian, c'est vous que j'aime et je ne veux que vous. » Il fut bien content, mais Zimmer se fâcha. Ils se provoquèrent tout de suite dans la ruelle du séminaire et se battirent le lendemain. Tous deux furent blessés, mais leur temps n'était pas encore arrivé. Au bout de 5 semaines, ils sortirent de l'hôpital. Christian seul continua de venir à la maison. Je n'allais plus à la danse, de crainte des disputes, et l'on savait dans notre quartier que j'étais promise à Rosenthal. Voilà l'histoire que me raconta la grand-mère Françoise, et elle me dit aussi que Rosenthal et Bernadotte avaient été camarades de lit à leur arrivée au régiment. Chapitre 2. Ces choses se passaient en 1788, l'année où fut convoquée l'Assemblée des notables à Versailles. Quelque temps après, Rosenthal, libéré du service, épousa Françoise Janin. Mais après 1 an de mariage, ne sachant que faire, car il n'avait pas de profession, il lui fallut se rengager comme simple soldat au régiment d'Auvergne. Le père Janin étant mort à la même époque, Françoise hérita de quelque argent. Elle obtint du colonel marquis de Courbon la cantine du régiment. Monsieur le marquis ne savait rien refuser aux belles. C'était au début de la Révolution. Les régiments de Beauce, de Normandie, de Forez, de Poitou se soulevèrent contre leurs officiers, réclamant des comptes qu'on ne voulait pas leur rendre, et pour cause. Le marquis de Bouillé réunit contre eux des forces considérables, tirées principalement des régiments étrangers, royal allemand, royal liégeois, etc., etc., et cela finit à Nancy par les massacres du mois d'août 1790. Partout les soldats réclamaient les comptes, et l'année suivante, le régiment d'Auvergne, en garnison à Sainte-Suzanne, chassa ses officiers en masse. Le régiment fut incendié. Rosenthal et Françoise n'eurent d'autre ressource que de s'établir cabaretiers à Sainte-Suzanne, sur la petite place des Acacias, près de la porte de Suisse. Malheureusement, les émigrés avaient emporté l'argent, et le commerce n'allait plus. Les Prussiens envahissaient la Champagne. Toute la jeunesse volait au secours de la patrie en danger. La bataille de Valmy, le siège de Mayence, le soulèvement de la Vendée se suivaient. Le nom de Bernadotte, au milieu de ces événements, commençait à percer. Simple adjudant, sous-officier à Marseille en 1790, il était colonel à l'armée de Custine en 1792. Françoise, en lisant ses premiers faits d'armes, se désolait d'avoir épousé Christian au lieu de Jean-Baptiste. Rosenthal s'indignait en pensant que lui, de vieille race noble, était forcé de servir des petits verres dans un cabaret quand l'autre paradait à cheval à la tête d'un régiment. Et tout allait de mal en pis.
Les Autrichiens et les Prussiens envahirent bientôt l'Alsace et la Lorraine. Ils bloquèrent Landau et Sainte-Suzanne fut menacée. Dans cette extrémité, Françoise écrivit en secret à son cher Jean-Baptiste, lui racontant toute leur misère et le priant avec larmes de les secourir. Au départ de sa lettre retentissait la grande nouvelle d'une victoire décisive remportée par Hoche à Wörth en Alsace et de la déroute complète des Allemands forcés de lever le blocus de Landau et de repasser le Rhin. Oh, ce fut une joie immense pour la patrie. Et 8 jours après, Rosenthal recevait, avec un paquet d'assignats, sa nomination comme conservateur des eaux et forêts en la principauté de Pirmasens. Tous les nobles du grand-duché de Deux-Ponts, abandonnant terres, parcs, faisanderies, forêts, châteaux, allaient rejoindre leurs princes à Vienne, à Londres, à Saint-Pétersbourg. Jamais Rosenthal n'a su d'où lui vint sa nomination. Il crut que la République avait découvert en lui des talents administratifs extraordinaires, et ce qui ne l'étonne pas trop, car lui-même se trouvait beaucoup de capacités en tout genre. Une femme d'esprit et de bon sens rend de grands services à son mari sans qu'il s'en doute. Françoise et Rosenthal se mirent donc en route pour leur nouvelle résidence, sur une voiture à échelle chargée de leurs meubles, armoires, bois de lit, tables, bahuts, etc., absolument comme nous avons vu les Allemands arriver chez nous en 1871 pour occuper toutes les bonnes places d'Alsace et de Lorraine en mettant nos fonctionnaires à la porte. Rosenthal, ancien sergent-major, ayant tenu la comptabilité de sa compagnie, savait lire, écrire et chiffrer passablement, mais il n'avait pas les premières notions de l'administration forestière. Cette considération ne l'inquiétait pas le moins du monde, ni la grand-mère Françoise non plus. Il avait la place, et chacun sait que la place fait tout. Pourvu que l'on touche les appointements de la place, le reste est un détail. Cela ne vaut pas la peine d'en parler. D'ailleurs, les anciens serviteurs du prince Yeri Hans, ses gardes-chasse, ses employés de toutes sortes, arrivèrent à la rencontre du citoyen Rosenthal. Ils ne furent pas comme nos Alsaciens lorrains qui reçurent les Prussiens d'un air sombre et qui jusqu'à ce jour restent renfermés chez eux pour ne pas les voir. Non, les Allemands n'ont pas si mauvais caractère. Monsieur le Hofrat, monsieur le Kammerrat, tous les personnages titrés de Pirmasens et les serviteurs dévoués du prince vinrent en perruque poudrée, en grande tenue de cérémonie, accompagnés de leurs dames et de leurs demoiselles, lui présenter humblement leur respect, lui promettre soumission et fidélité. Chapitre 3. Ainsi s'accomplissait avec le temps les prédictions de Catinette la Marseillaise. Vous aurez de la joie et de la misère, mais plus de joie que de misère, et vous montrez en dignité. Pourtant, Rosenthal et sa femme coururent alors un grand danger sans le savoir. Le citoyen Saint-Just, qui rôdait dans l'Est, s'aperçut qu'une foule de délégués improvisés par la République pour démocratiser les pays conquis s'accommodait très bien des honneurs et des jouissances de leur nouvelle position, et qu'il se livrait sans remords aux délices de Capoue. Oh, cela lui déplut. Il dressa de ces aristocrates une liste, en tête de laquelle figurait Christian Rosenthal von Löwenhaupt, bien résolu de les éliminer pour l'instruction de la postérité, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il n'avait disparu lui-même dans l'orage de Thermidor. Rosenthal, échappé de ce péril par miracle, passa dès lors pour un thermidorien capable et décidé. On le confirma dans sa situation sur la frontière, au milieu des bois du Hunsbruck. Il s'y confina lui-même, comme le rat de la fable dans son fromage,
ne songeant plus qu'à bien vivre hors de la tourmente. Que voulez-vous? Tout le monde n'a pas le tempérament spartiate. Et Rosenthal a imbu des préjugés nobiliaires, tout fonctionnaire de la République qu'il était, recevant d'elle son importance et ses moyens d'existence, n'avait qu'une idée fixe, celle de renouer dans sa personne la dynastie interrompue des Löwenhaupt, et dès que le calme lui parut un peu rétabli, le danger passé, il s'empressa de faire dresser l'arbre généalogique de ses ancêtres jusqu'au temps d'Olaus III en l'an 1000 par un savant de Heidelberg qui le récompensa grassement de ses recherches. Cet arbre, affiché au mur, remplissait tout un salon où Rosenthal se promenait durant des heures, les bras croisés, en contemplation devant sa gloire. Le brave homme avait un fond germanique, et l'on sait que les Germains ont toujours s'agenouillé devant les titres. C'est ainsi que s'explique la chose. J'ai là deux magnifiques portraits d'un peintre italien représentant le grand-père Rosenthal et sa femme au pinacle de la gloire. Ces portraits de grandeur naturelle sont vivants. Monsieur le conservateur, en habit de gala pourpre, gilet blanc, jabot de dentelle, épée à poignée d'argent, la face rayonnante de bonne humeur et de santé, la perruque poudrée à frimas, le nez épaté, le menton frais et dodu, replié sur une cravate de fine batiste, semble vous suivre de ses gros yeux, en souriant et vous souhaitant la bienvenue. Jamais on ne se douterait à le voir que c'était là Christian Rosenthal, ci-devant cantinier au régiment d'Auvergne. On le prendrait plutôt pour le prince Yeri Hans lui-même, d'autant plus que le château se découvre en perspective derrière le grillage d'un vieux chêne de toute beauté. Au second plan s'agite un départ pour la chasse. Les piqueurs en habits verts retiennent les chiens qui tirent sur leurs longes et hurlent. Quelques dames plus loin en amazone et chapeau à la Henri IV, sur de magnifiques chevaux anglais, attendent le départ et vous sourient du coin de l'œil sous le dôme de la haute futaie. C'est vraiment un chef-d'œuvre que ce tableau. Les contribuables de Pilmassan ont dû savoir ce qu'il leur en coûtait. Le prince lui-même n'aurait pas souhaité mieux. L'autre portrait, celui de la grand-mère Françoise, est toujours beau. C'est une figure de jeune femme rieuse, les yeux spirituels, le nez légèrement retroussé, les lèvres un peu grasses et sensuelles, découvrant par le plus gracieux sourire une rangée de petites dents du plus pur émail. La coiffure de gaze légère, transparente, laisse apercevoir une chevelure noire, soyeuse, dont quelques boucles se déroulent sur le cou blanc comme neige. La robe de velours bleu a des reflets violets, les mains sont petites et admirablement formées. Vraiment, le grand-père Rosenthal ne devait pas être très malheureux avec la citoyenne Françoise. Elle est debout près d'une haute fenêtre en ogive, et l'on aperçoit de loin un jardin aux escaliers de marbre, un petit Versailles. Sur une vaste pièce d'eau, deux cygnes se promènent, moirant les ondes à leur passage. Rien de splendide comme cette peinture. Et quand je me rappelle tout ce que la grand-mère m'a raconté de ces petits levers, où toute l'aristocratie de Pirmesens faisait un honneur de paraître, les vieux conseillers en perruque à la Voltaire, les dames dans leurs perruques à tours, les soirées intimes où s'exécutaient des sonates de Mozart, de Haydn, de Bach, par les meilleurs artistes convoqués à ces solennités musicales, les parties de chasse en automne accompagnées de cavalcades, les parties de traîneau en hiver, le retour au château, les tables somptueusement servies de vieux vins, de gibier, de poissons et couronnées de fleurs en décembre, la cheminée flamboyante. Quand je me rappelle tout cela, je ne m'étonne plus que le citoyen Saint-Just, prévoyant au début
où les choses pourraient en venir, il marquait d'une croix rouge le nom de Rosenthal von Lohenhaupt. Non, ce qui m'étonne, c'est que plus tard Bonaparte, premier consul puis empereur, ait toléré cette existence fastueuse d'un conservateur des eaux et forêts, lui qui voyait si juste et si loin en tout ce qui l'intéressait personnellement. Il fut peut-être ébloui par l'arbre généalogique des Lowenhaupt, car les grandes et les petites dynasties, c'était son faible. Quoi qu'il en soit, cela dura 20 ans, et dans ces 20 ans, de vieilles dynasties disparurent, d'autres s'élevèrent, la guerre parcourut le monde, la carte de l'Europe fut remaniée plusieurs fois, les traités se firent et se défirent d'année en année, les opinions, les préjugés changèrent, la noblesse rentra dans ses domaines, l'Église se rétablit par la volonté d'un seul homme, mille fortunes grandirent grâce à ces événements, et monsieur le conservateur Rosenthal était toujours là, souriant à Françoise, dans son cadre ovale, rien ne l'émouvait. Dans l'intervalle, Jean-Baptiste avait gagné des batailles. Il était devenu général de brigade, général de division, ambassadeur à Vienne, maréchal de France, gouverneur du Hanovre, prince de Comté-Borgo, gouverneur de la ligne hanséatique, prince royal de Suède. Françoise, à chacune de ses promotions, avait écrit à Jean-Baptiste un mot du cœur pour le féliciter de sa prospérité. Bernadotte lui avait répondu gracieusement. Les vieux amis seuls comptent dans l'existence. Seuls ils savent le chemin parcouru. Leur admiration sympathique nous touche. Les autres, trop souvent, sont les courtisans de la fortune. À Pierre-Bassens, les visites, les compliments, les congratulations, les arbres de Noël, toutes les petites cérémonies de petites cours d'Allemagne d'autrefois se poursuivaient imperturbablement selon l'étiquette. Une sorte de liaison affectueuse s'était établie entre monsieur le conservateur von Lohenhaupt et les populations naïves du Landsbruck dont il finissait par se croire le protecteur naturel à la manière des bons rois, prêtres, pères de leurs sujets. Oui, le brave homme se berçait de cette illusion. Cela lui faisait du bien de le croire. Du reste, il n'avait jamais vu ses administrés plus soumis, plus dévoués. On lui souriait, on le saluait de loin, quand tout à coup les figures s'assombrirent. La chance commençait à tourner. Les Français, toujours vainqueurs, éprouvaient des défaites. Alors il arriva, comme il est dit au livre de Job, un messager vint à Job et lui dit « Les bœufs labouraient, les ânesses paissaient auprès. Et ceux de soldats se sont jetés dessus et les ont pris, et ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. » Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit « Le feu de Dieu est tombé des cieux, il a brûlé les brebis et les serviteurs et les a consumés, et je suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. » Cet homme parlait encore lorsqu'un autre vint et lui dit « Les Chaldéens, rangés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux et les ont pris. Ils ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. » Cet homme parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent s'est élevé au-delà du désert, qui a donné contre les 4 coins de la maison si fortement qu'il est tombé sur ces jeunes gens et qu'ils sont morts. Et je suis échappé, moi seul, pour te le rapporter. » Or, ces messages terribles annonçant la fin des danses, des fêtes, des visites à Pirmessan, s'appelaient Bailen, Talavera, Arapil, Vittoria. Cela venait du Midi. Et d'autres s'appelaient Moscou, Bérésina, Kulm,
Demnevitz Groberen. Et cela venait du nord, couvert de neige, sous la figure d'un kalmouk, la lance en arrêt au milieu d'une bande de loups et d'une volée de corbeaux. Et tout le monde se prit à frémir, car ces messages frappaient à toutes les portes, à toutes les fenêtres, criant d'une voix rauque « Hurrah, nous voici, la fin est venue !» Et le dernier de tous s'appelait Leipzig, et traînait derrière lui des charrettes innombrables de blessés, de morts et de mourants. L'épouvante le suivait, et la trahison aussi. Dans la nuit du 31 décembre 1813 au 1er janvier 1814, l'ennemi passe à leur Rhin sur tous les points à la fois. Trahison ou négligence, on avait diminué les postes le long du fleuve et retiré les troupes des îles au moment où les coalisés faisaient leurs préparatifs pour effectuer le passage. L'Alsace et la Lorraine furent envahies, nos régiments décimés se retiraient à marche forcée vers l'intérieur. Un jour, vers 2 heures de l'après-midi, me dit la pauvre grand-mère Françoise, frissonnant encore à ce souvenir, j'étais seul avec ma petite fille dans les bras, regardant par une fenêtre du château la grande route de Landstuhl et rêvant à notre triste avenir. C'est par cette route que devaient arriver les Alliés. Ils occupaient déjà Kaiserslautern, à quelques lignes de nous. Depuis la veille, nous étions gardés à vue par le Kammersrat Piper, notre plus fidèle ami, celui qui venait chaque matin apporter en souriant à notre petite Anna des pommes d'api et des noix dorées, et à moi un bouquet de fleurs cueillies dans leur serre, nous amusant de ces simagrées, et me racontant d'un ton paplard toutes les nouvelles et les commérages de la petite ville pour me faire rire. Le digne homme avait brusquement changé de mine à la tête d'une vingtaine de braves gens. Il était accouru nous arrêter la veille avec nos voitures de meubles au moment où nous allions prendre la fuite du côté de Bitche. Il nous avait forcés de rentrer en nous criant « Restez chez vous, monsieur et madame Rosenthal, nous répondons de vous sur notre tête. Attendez les ordres de notre vertueux prince Thierry Hartz, qui rentre enfin dans ses états, trop longtemps abandonné aux Jacobins. Lui seul décidera de votre sort. » Nous étions enfermés, et je regardais la grande route, toute pâle, m'attendant d'une minute à l'autre à voir paraître nos ennemis innombrables. Rosenthal ne pouvait plus sortir de sa chambre, étant gardé par 2 paysans armés de fourches. L'enfant pleurait. Une vieille servante lorraine, Marianne Richier, et un vieux domestique alsacien, Zaférimet, nous étaient seuls restés fidèles. Ils étaient enfermés avec nous. Et comme je regardais ainsi dans l'épouvante, voilà qu'une douzaine de hussards français paraissent à droite sur la lisière des forêts, descendant la côte pour gagner la route au fond du vallon. Ils marchaient à travers les champs couverts de neige sans se presser. Leur chef, à 50 pas des autres en avant, accroupi sur son cheval, les poils du colbac sur les yeux comme un barbet, le nez en l'air et ses énormes moustaches rousses en paraphe jusqu'aux oreilles, observait au loin le pays. Oh, il me semblait au premier abord n'avoir jamais vu d'être plus barbare, avec sa pelisse râpée, ses lourds pantalons garnis de fausses bottes en cuir, les pieds carrément posés dans des étriers, et le sable ballottant à sa longue courroie. Le cheval noir, maigre, la crinière longue et la queue flottant jusqu'à terre, avait quelque chose de sauvage dans sa manière de porter sa tête en avant. Ce devait être un cheval hongrois ou cosaque, d'après l'idée que je m'en faisais. Et tout en regardant ce cavalier qui s'en allait à la découverte, je ne sais quel lointain souvenir me faisait penser « Ce n'est pas la première fois que tu vois cet homme. » Les autres, tous de vieux soldats, les favoris taillés en brosse et les moustaches longues, avaient un air de ressemblance avec leur chef.
On devinait que ces gens-là, depuis des mois et des années, n'avaient pas quitté la selle, qu'ils étaient à cheval comme chez eux. Après avoir atteint la route, le chef, toujours en avant, gagna d'un temps de calot le haut de la colline à gauche pour observer la route de Kaiserslautern, et il vit aussi de là Pirmasens au revers de la côte derrière le château. Cela fait, il revint au trot et se mit à parler avec animation à ses hommes. Ses gestes étaient rapides, il montrait la direction de Landstuhl et semblait dire que l'ennemi viendrait de là. Mais tandis que j'observais cette scène, tournant les yeux par hasard vers Pirmasens, jugez de mon émotion en voyant déboucher de la grande rue, derrière le mur de notre parc, une quinzaine de cavaliers en uniforme blanc et petits sacots à pavache. Ils longeaient les murs au triple galop et ne pouvaient apercevoir les hussards. Ceux-ci ne les attendaient pas non plus. Ces cavaliers étaient suivis de loin par une foule de gens, de bourgeois et des paysans armés de bâtons. À leur tête marchait monsieur le camarade Piper. Je compris aussitôt qu'une avant-garde autrichienne était arrivée le matin à Pirmasens et qu'elle venait nous arrêter sur la dénonciation de nos bons amis. Rosenthal, enfermé dans le pavillon en face, les voyait aussi venir, comme il me l'a dit plus tard. Notre situation devenait bien pénible et dangereuse. Toute cette foule qui suivait allait nous maltraiter, et j'en tremblais surtout pour mon enfant. Mais, grâce au ciel, nous devions être sauvés. En débouchant sur la route, après avoir dépassé le mur du parc, les cavaliers allemands se trouvèrent à 200 ou 300 pas des hussards qui regardaient vers Landstuhl, et ceux-ci se retournant au bruit du galop reconnurent l'ennemi. Aussitôt les sabres furent tirés. L'officier des hussards, oh, je le verrai toute ma vie, partit le premier, fondant sur l'officier autrichien comme un épervier. Surpris par cette brusque attaque, l'Allemand fit un à gauche pour se dérober, et piquant son cheval, il bondit par-dessus le petit mur de notre cour. Mais l'autre le suivit comme s'il avait eu des ailes. Et là, sous mes yeux, d'un coup de pointe, en moins d'une seconde, le hussard tua l'Autrichien. J'avais à peine eu le temps de le voir, qu'il avait déjà repassé le mur et tombait au milieu de la mêlée. À chaque coup, il mettait son homme à terre. Et dans ce moment, au milieu de l'épouvante, une idée me traversa l'esprit. Je criai « Mais c'est Zimmer !» Je l'avais reconnu. Et comme j'ouvrais la fenêtre, tenant ma petite sur le bras pour appeler au secours, les Autrichiens filaient déjà dans la direction de Wissembourg, laissant 5 des leurs sur la route. Tous les braves gens qui nous gardaient au château s'étaient échappés par l'avenue du parc. Je descendis le grand escalier en courant. Dans la cour, je vis l'officier autrichien, un grand blond, la poitrine couverte de décorations. Je le vis étendu, les bras en croix, comme pour m'arrêter. Mais la peur me prêtant du courage, je passai sur lui, poussant la porte de la cour et criant comme une malheureuse « Zimmer, Zimmer, sauvez-nous, sauvez mon enfant, sauvez-moi » Alors l'officier des hussards, qui tenait encore son sabre rouge de sang à la main, se retourna. Ces hommes aussi se retournèrent, me regardant. Je levai l'enfant. Et Zimmer, oh, car c'était lui, me regardant de ses yeux gris, s'écria d'une voix brusque et joyeuse « Mais c'est Françoise! Oui, c'est Françoise! Oh, c'est vous, Françoise !» Et en même temps, il était à terre, il me prenait dans ses grandes mains, me levait et disait en m'embrassant sur les joues « C'est elle, oh, Françoise, ai-je pensé à vous depuis 20 ans? On a beau dire, il n'y a que les premiers amours qui vaillent. » Je lui tendais la petite qui pleurait. Il la regarda et dit
Elle vous ressent? Oh, ma foi, qu'elle ait peur des moustaches ou non, il faut que je l'embrasse. Tous ces hommes à cheval autour de nous et encore frémissant du combat, nous regardaient comme attendris. Après cela, que vous dirais-je? Zimmer remit son sabre au fourreau et dit à ses hussards: Pied à terre, les autres sont loin, ils vont pas revenir de sitôt. Mais c'est égal que deux hommes restent en observation ici et là, qu'on ouvre l'œil. Il indiquait les deux directions de Landstuhl et de Wissembourg. Puis, ayant donné la bride de son cheval à l'un d'eux, il me prit par le bras, comme autrefois, en s'écriant: Montons, Françoise. Rosenthal venait de descendre dans la cour, ils se reconnurent et s'embrassèrent. En haut, dans le salon, je dis en quelques mots à Zimmer notre position, et nous reconnûmes alors qu'il avait appris bien des choses dans ses 20 ans de guerre. Car appelant aussitôt par la fenêtre un de ses hussards, il lui donna l'ordre de monter tout de suite à cheval, de courir à l'hôtel de ville de Pirmasens et de commander par ordre supérieur 2000 rations de vivres, pain, viande, eau-de-vie et de fourrage pour 600 chevaux, le tout pour 10 heures du soir ou plus tard, sous la responsabilité du bourgmestre et des notables de l'endroit. Après cela, riant, il nous dit: Faites vos paquets, mettez votre argent, vos effets les plus précieux, tout ce que vous voulez emporter, dans une seule voiture. Vous avez des chevaux, eh bien, attelez-y les deux meilleurs. S'il en faut 4, attelez-en 4, car nous avons des vilains chemins sous bois jusqu'à Biche. J'ai fait la guerre ici, du temps de Custine, avec Couchard, et je m'en souviens. Ils ne doivent pas être améliorés beaucoup depuis. Et à la nuit, vers le coup de 7 heures, nous lèverons le pied, personne ne viendra nous arrêter. Les bonnes gens de Pirmasens, en apprenant que 2000 hommes et 600 cavaliers français peuvent venir d'un instant à l'autre, ne bougeront pas plus de leur baraque qu'un lièvre de son gîte. Ils clignaient de l'œil, nous étions émerveillés. Allons, Françoise, reprit-il, dépêchons-nous, je vais passer l'inspection de votre garde-manger. Vous devez avoir du bon vin. Ah, Rosenthal arrive, nous allons casser une croûte. Il faut aussi que mes hommes et mes chevaux aient leur compte. Ils descendirent ensemble et tout de suite, avec Marianne et Zaféry, je m'occupais de déménager dans une voiture ce que nous avions de mieux en linge, tapis et meubles de toutes sortes. Cette voiture était grande et pourtant qu'il fallait abandonner de choses qui nous conviendraient si bien aujourd'hui. Je n'emportais que nos 2 portraits, la grande pendule d'albâtre, quelques tableaux de prix et mon coffret de nacre avec les bagues, les colliers, les dentelles. Il fallut laisser les jolis sujets de chasse en terre cuite, les vases, les candélabres et une foule d'autres objets précieux dont les cheminées étaient chargées. Ah, que j'ai de regrets en pensant à tout cela. Mais nous étions si pressés. En bas, dans le grand salon, nous entendions Zimmer, Rosenthal et les hussards boire, manger, rire malgré les malheurs de la campagne. 2 sentinelles restaient toujours en observation au dehors. Les chevaux recevaient leur avoine. Ainsi la nuit venait. À Pirmasens, tous ceux qui, le matin, voulaient nous prendre, se dépêchaient de se porter à l'hôtel de ville les rations demandées. Nous attendions de loin les publications du bourgmestre, hâtant à tous les coins de rue les retardataires. À 7 heures, la nuit était noire. Je m'étais habillé d'une bonne robe fourrée. Nos 4 meilleurs chevaux étaient à la voiture, et je n'attendais plus que le moment du départ. Zimmer me fit prendre un verre de vin. Il en mit 2 bouteilles dans la paille de notre voiture, et il m'obligea de manger un peu, nous annonçant que la nuit serait rude. Puis, ayant donné l'ordre à ses 2 sentinelles de pousser une reconnaissance autour du château pour s'assurer que personne n'épiait notre départ,
Nous partîmes dans la direction de Fort-de-Biche sous l'escorte des hussards. Rosenthal était aussi à cheval. Je tenais l'enfant sous ma palatine chaudement enveloppée. Marianne était assise près de moi et Zéphari conduisait. Je ne pus m'empêcher de pleurer en quittant cette belle résidence de Pirmasens où nous avions passé tant de jours heureux et nous disant que nous ne la reverrions plus jamais. Une demi-heure après, nous entrions sous bois. Les grands flocons de neige qui tourbillonnaient autour de nous, les massifs d'arbres qui se dessinaient de loin en loin dans les ténèbres, le galop des cavaliers qui nous précédaient et nous suivaient, le brusque hennissement des chevaux qui semblaient parfois se parler entre eux en trottant côte à côte, les chaos de la voiture et les mille autres détails d'un pareil voyage à travers les dangers menaçants de la guerre détachèrent insensiblement mon esprit de ses pensées mélancoliques. Je berçais doucement ma fille pour la rendormir lorsqu'elle paraissait s'éveiller. J'écoutais, je regardais. D'heure en heure, Zimmer, galopant près de moi, me demandait « Eh bien, Françoise, comment êtes-vous? Avez-vous froid ?»« Non, Zimmer, je suis très bien. »« Et la petite? Elle dort. »« Allons, tant mieux. Pourvu qu'on n'ait pas fait sauter le pont, nous arriverons demain à Bitche. Je suis renseigné. L'ennemi s'avance en Alsace sur notre gauche. Il doit être en ce moment à la hauteur de Berglasbern, de Wissembourg, de Haguenau. Il investit déjà Landau depuis hier, mais ses colonnes ne sont pas encore entrées dans la montagne. Sauf peut-être quelques parties de Cosaques. Je ne vois rien qui puisse nous retarder. Si nous la rencontrons par hasard, il ne faudra pas vous effrayer. Nous leur souhaiterons le bonjour en passant. Vous n'êtes pas inquiète, Françoise? Oh non, je sais que vous êtes là, Zimmer. Eh bien, je réponds de vous. Cela me fait plaisir, François, de voir que vous êtes brave. J'ai toujours pensé que vous étiez brave. Et c'est ainsi que nous causions, tout en poursuivant notre chemin à travers ravins et broussailles. Rosenthal ne disait rien. Il était consterné d'avoir perdu sa place, d'être chassé. Quel événement incroyable! Être resté maître d'un pays pendant 20 ans, avoir vu toute la population à ses pieds et les premiers dignitaires dans ses antichambres, et se voir forcé de fuir comme des bandits, bien heureux encore d'échapper à l'exécration publique. Quelle leçon pour ceux qui prétendent que la force prime le droit! Vers minuit, nous arrivions déjà sur l'ancien territoire français. À chaque petit village forestier que nous rencontrions, les gens, éveillés par le bruit, venaient nous regarder tout effarés sur leurs portes, puis se dépêchaient de rentrer, croyant voir un détachement de Russes ou de Prussiens. Les anciens se rappelaient que Wurmser et Brunswick étaient passés chez eux 20 ans avant, et que du jour au lendemain, une seule bataille les avait rejetés sur la rive droite. Malheureusement, les volontaires de 1792 n'étaient plus là, commandés par Roche, Kléber ou Marceau. Leurs ossements, semés de bannerines à Moscou, ne se réveillaient plus, comme on l'a dit plus tard, au bruit du tambour. On se battait en l'honneur de Jérôme, de Joseph ou de Christophe depuis des années, et cela ne nous produisait plus le même effet que la patrie en danger. Ces pensées me venaient malgré moi, car rien ne nous ramène au bon sens comme de se trouver dans le malheur par sa propre faute. À partir de Bonaparte, chacun n'avait plus pensé qu'à soi. Les affaires du pays n'inquiétaient plus personne, parce que l'empereur voulait se charger de tout. Lui-même ne croyait qu'à la force, à l'armée, et maintenant qu'il s'était fait battre, tout était perdu sans ressources. Et mon pauvre Rosenthal se trouvait dans la position d'un monarque mis à la porte par ses sujets. Il en perdait la tête.
Enfin, avant 5 heures, nous arrivions sur la lisière des forêts. Et le jour commençait à poindre lorsque nous aperçûmes le fort de Bitche tout au bout d'une allée à 2 lieues devant nous. Zimmer ordonna de faire halte et regarda quelque temps le pays dans tous les sens, avec une lunette qu'il portait en sautoir. Je ne vois rien, disait-il, le chemin est libre jusqu'à Bitche. Vous y serez dans 1 heure. Moi, j'ai l'ordre d'observer la marche de l'ennemi en Alsace. Je vais donc vous quitter ici, pour appuyer sur la gauche. À Bitche, vous rafraîchirez vos chevaux, vous déjeunerez. Cela vous prendra 2 heures. Vous serez en sûreté sous le canton du fort. Personne ne viendra vous piller au village. Après les 2 heures, si les Cosaques n'ont pas encore paru nulle part, vous gagnerez la petite pierre par Saint-Louis à travers les bois. Oh, vous y serez entre 6 et 7 heures du soir. Le feu du fort vous couvrira dans le faubourg, et vous y resterez si les Cosaques se sont montrés dans les environs. Mais dans le cas contraire, après 1 heure de repos, vous pousserez d'un trait jusqu'à Phalsbourg et vous entrerez dans la place. Derrière de beaux remparts, on est toujours plus en sûreté que dehors, car une aura de Cosaques peut venir vous piller jusqu'au pied d'une demi-lune. Et c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, Françoise, Rosenthal, embrassons-nous. Il m'embrassa sur la voiture, se penchant du haut de son cheval, puis l'enfant. Rosenthal et lui se serrèrent la main. Zimmer allait commander le départ à ses hommes, lorsqu'une idée lui vint encore. Un instant, s'écria-t-il, j'oubliais quelque chose. À Phalsbourg, vous pouvez trouver les portes fermées. Le commandant de place, Meunier, est un de mes vieux amis. Vous lui ferez passer ce billet et le pont-levis s'abaissera pour vous. En même temps, tirant un calepin de sa sabotache, il griffonna le billet suivant sur le pommeau de sa selle. Mon cher Meunier, je te recommande de bons amis. Je te les recommande chaudement. Tout ce que tu feras pour eux, tu le feras pour ton vieux camarade Zimmer, chef d'escadron du 6e hussard, 2 janvier 1844. Voilà, Françoise, serrez cela dans une de vos poches. Ce petit passeport pourra vous rendre des services pendant le blocus. Et sur ce, les amis, bon courage. Vous avez 12 heures d'avance, tâchez d'en profiter. Hussard, en avant! Ils partirent comme un ouragan dans la direction de Niederbronn pour rattraper le temps perdu, et nous poursuivîmes notre chemin au trot vers le fort. Nous suivîmes de point en point les avis de Zimmer. Il fallut prendre à Bitche un petit kit pour la petite pierre. Les chemins défoncés par les grandes pluies d'automne furent peut-être cause que les Wurtembourgeois, remontant le défilé de Dosenheim, ne nous coupèrent pas en route. À la petite pierre, ils arrivèrent 1 heure après notre passage, comme nous l'avons appris plus tard d'un vieux garde forestier. Et le lendemain, à 2 heures de la nuit, en sortant des gorges du Grafthal, sur le plateau de Phalsbourg, nous n'eûmes que le temps de gagner l'avancée, car les Cosaques battaient la plaine. S'il avait fait jour, nous aurions été enlevés. Les portes de la place étaient fermées. Un homme de 3 maisons porta notre billet au commandant Meunier, qui donna l'ordre de nous laisser entrer. Il fallut baisser le pont-levis et notre voiture passa sous l'escorte d'une patrouille de vétérans. Nous entrions à peine sous la voûte de l'auberge de la ville de Bâle, que les obus tombaient en ville et nous forçaient de courir au casemate, où le commandant vint nous voir et nous fit distribuer des effets de literie. Nous reçûmes aussi des vivres pendant toute la durée du blocus. Zimmer nous protégeait encore. Et après la capitulation de Paris et le licenciement de l'armée, nous étions bien tombés. Rosenthal, la tête penchée dans un abattement incroyable,
restaient des jours sans murmurer un mot. Ma petite Anna semblait elle-même avoir conservé le souvenir de notre ancienne fortune. Elle dépérissait. Il nous fallut supporter un second blocus après les 100 jours et Waterloo. Les quelques 1000 francs que j'avais sauvés de notre naufrage ne pouvaient suffire longtemps à notre entretien, et nous apprîmes aussi la mort de notre excellent ami Zimmer, enlevé par un boulet à la bataille de Ligny. Rosenthal, après être tombé dans un état d'abattement, s'exalta tout d'un coup et se mit à parler de Catinette la Marseillaise, qu'il accusait d'avoir volé sa couronne de Suède pour la donner à Bernadotte. Il se reprochait aussi d'avoir laissé son arbre généalogique à Pirmasens. Il voulait retourner là-bas pour le réclamer. Toutes mes observations ne servaient plus à rien, et je crois bien qu'il aurait complètement perdu la raison s'il n'avait toujours eu un bon fond de piété qui finit par le porter tout doucement à la résignation, avec l'aide de M. le pasteur Diederich, homme d'un grand bon sens qui ne cessait de lui répéter que toutes les couronnes de ce monde ne sont rien auprès de la couronne des élus, et l'engageant à la mériter par sa soumission au décret de la Providence. À cette époque, tous les anciens soldats de l'Empire reprochaient à Bernadotte d'être entré dans la coalition contre la France. Ils avaient raison, on ne doit jamais porter les armes contre sa patrie. Mais comme nous étions alors très malheureux et que mon premier devoir était de songer à l'avenir de ma fille, tout ce qu'on disait contre lui ne m'empêcha pas d'implorer encore une fois son secours. Il nous fit une pension qui nous permit de revenir à Sainte-Suzanne et d'y vivre honorablement. Ainsi se termina le récit de la grand-mère Françoise. Je l'avais écouté en me promenant de long en large, tout pensif, et ne me voyant faire aucune réflexion, elle me demanda « Croyez-vous à la destinée, Jean-Baptiste? Croyez-vous que notre sort soit marqué d'avance ?» Cette question m'embarrassait, et seulement au bout d'un instant je lui répondis « Oh, je crois, grand-mère, que Catinette la Marseillaise était une excellente physionomiste, qu'elle avait reconnu chez Bernadette Dotte du génie et chez Zimmer du courage, chez vous de l'esprit et chez Rosenthal de la crédulité, un grain de folie. D'après cela, ses prédictions s'expliquent sans difficulté. Elle en faisait sans doute du même genre à beaucoup d'autres. Au milieu des grandes agitations et des événements extraordinaires qui se succédèrent alors, quelques-unes de ses prédictions purent se réaliser, d'autres ont échoué, selon l'ordre naturel des choses. Je crois que dans toute loterie, il y a de gros lots qui nécessairement seront gagnés par quelqu'un. Mais quant à savoir d'avance qui les gagnera, c'est impossible. Je crois aussi qu'un chêne ne peut pas devenir un sapin, et qu'un sapin ne peut devenir un chêne, leur destinée étant arrêtée et délimitée par leur nature même. Les circonstances peuvent favoriser, retarder ou suspendre le développement des êtres, mais elles ne peuvent les transformer dans leur essence, parce que le germe trace toutes les phases de l'existence individuelle de tout ce qui naît, croît et meurt. Chacun les subit, selon son genre et son espèce. Non, je ne crois pas du tout à la prédestination absolue dans l'humanité, parce que je crois à la justice de Dieu et à la liberté de l'homme.